Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Une histoire de génie, oui, mais aussi de compétition acharnée, de rivalité, et tout ça à cause d'une seule photo. Une photo qui a littéralement tout changé en révélant le code secret de la vie. Alors, la voilà, c'est elle, l'image qui est au cœur de toute notre histoire. Elle a l'air de rien, hein, un peu floue, presque une œuvre d'art abstraite. Elle s'appelle la photographie 51. Il a fallu plus de 60 heures d'exposition au rayon X pour obtenir ça. Et pourtant, c'est dans ce cliché que se cachait la clé, l'indice ultime pour enfin comprendre la structure de l'ADN. C'est quand même fou, non? Comment est-ce qu'une image aussi simple en apparence a pu lancer une véritable révolution en biologie? Et surtout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, elle est le symbole d'une des plus grandes découvertes du siècle, mais aussi d'une de ses plus grandes injustices? C'est ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, pour bien comprendre pourquoi cette photo était si capitale, il faut faire un petit retour en arrière. On doit d'abord parler de la molécule en question. L'ADN, c'est quoi au juste? Alors, l'ADN, son petit nom, c'est acide désoxyribonucléique. En gros, c'est le livre de recettes de la vie, le manuel d'instruction ultime pour absolument tout ce qui est vivant. C'est lui qui dit comment construire et faire tourner la machine, que ce soit une bactérie, une plante ou un être humain. Et voilà à quoi ça ressemble, cette fameuse double hélice. L'image est devenue iconique. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une échelle de cordes qu'on aurait tordue sur elle-même. Les deux montants, c'est une succession de sucre et de phosphate. Mais le plus important, le cœur du secret, ce sont les barreaux. C'est là que l'information est écrite, dans ce qu'on appelle les paires de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de connaître cette structure, certains chercheurs avaient déjà des indices. Un certain Erwin Chargaff, par exemple, avait remarqué un truc super bizarre. Il s'est rendu compte que la quantité d'adénine, A, était toujours la même que celle de thymine, T. Et pareil pour la guanine, G, et la cytosine, C. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il y avait forcément un système d'appareillement là-dessous. Et voilà la solution de l'énigme. C'est cette poignée de main secrète. Les paires ne s'assemblent pas n'importe comment. C'est très strict. A va toujours avec T. Il se lie avec deux liaisons hydrogène. Et G va toujours avec C avec une liaison un peu plus forte, à 3 ponts. C'est cette règle absolue qui forme les barreaux de l'échelle et qui maintient toute la structure bien solide. Ok, maintenant qu'on a les bases, on retourne dans le temps. Début des années 50. Il faut bien s'imaginer l'ambiance. La structure de l'ADN, c'est le grand mystère de la biologie. Et la découvrir, c'est une question de prestige. Une vraie course est lancée, une compétition féroce entre les plus grands cerveaux de l'époque. Regardez cette chronologie, c'est un vrai sprint final. Tout se joue en à peine 2 ans. En 51, Rosalind Franklin arrive à Londres. Un an plus tard, paf, elle obtient la photographie 51. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le géant de la chimie Linus Pauling se plante. Et puis, le tournant. Janvier 53, James Watson voit la photo de Franklin. 3 mois plus tard à peine, Watson et Crick publient leur modèle. C'est fulgurant. Chaque jour comptait. On avait donc deux camps avec deux philosophies différentes. D'un côté, à Cambridge, Watson et Crick. Eux, c'étaient les théoriciens, les bâtisseurs. Ils assemblaient des modèles un peu comme des Legos moléculaires. De l'autre côté, à King's College, on avait les expérimentateurs, Rosalind Franklin et Maurice Wilkins. Eux, leur job, c'était de produire les données brutes, les preuves tangibles grâce aux rayons X. Et pour bien mesurer à quel point le problème était complexe, même le plus grand chimiste du monde à l'époque, Linus Pauling, un futur double prix Nobel s'il vous plaît, s'est complètement fourvoyé. Il a publié un modèle avec 3 brins d'ADN, une erreur monumentale. Même son fils a dit, avec une pointe d'ironie, qu'à ce moment-là, son père avait temporairement perdu la tête. Ça montre la pression et la difficulté. Et c'est là que tout bascule. On en revient à notre fameuse photo. Pour Watson et Crick et leur jeu de construction, il manquait les dimensions exactes, la preuve mathématique. Ils avaient besoin de données solides pour que leur modèle tienne la route. Eh bien, la photographie 51, c'était ça. C'était la pièce manquante du puzzle. Alors, comment on lit un truc pareil? Pour un expert, cette image parle. Ce grand X au milieu, ça crie hélice. La distance entre les taches sombres, ça donne le pas de l'hélice. Le nombre de barreaux par tour de spirale, 10, pile. Et encore plus fort, l'absence de certaines taches, ça indiquait que les deux brins étaient décalés. C'était une véritable carte au trésor mathématique. Et on arrive au moment qui fait grincer des dents encore aujourd'hui. Janvier 1953. Maurice Wilkins, qui travaille dans le même labo que Rosalind Franklin, montre la photographie 51 à James Watson, en douce, sans la permission de Franklin, sans même qu'elle le sache. Cet échange d'informations non autorisées a donné à l'équipe de Cambridge l'avantage décisif. Voilà, le code était craqué. Mais découvrir la forme d'une clé, c'est bien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir toutes les portes qu'elle peut ouvrir. Et là, les portes étaient gigantesques.
Le coup de génie du modèle, c'est que la structure explique la fonction de manière incroyablement simple. Comment la vie fait-elle pour se copier? Facile. La molécule s'ouvre en deux comme une fermeture éclair. Chaque moitié devient un patron. Et de nouvelles bases viennent se fixer en face en respectant la seule règle du jeu. A avec T, G avec C. À la fin, on a deux copies parfaites. C'est brillant. Et une fois qu'on a compris ça, c'est une véritable révolution. On a appris à lire ce code, puis à le copier et même à le réécrire. Les applications sont partout aujourd'hui. La police scientifique avec les empreintes génétiques, c'est l'ADN. Les tests de paternité, l'ADN. Créer des plantes plus résistantes, l'ADN. Les nouvelles thérapies géniques, encore et toujours l'ADN. Cette révolution est si profonde qu'elle a même changé notre façon d'explorer la planète. Fini les explorateurs avec leur longue vue. Aujourd'hui, ça ressemble à ça, des bateaux comme le Tara, qui sont des laboratoires flottants. Leur mission, découvrir de nouvelles formes de vie en séquençant l'ADN de tout ce qui flotte dans chaque goutte d'eau. Et les résultats sont juste ahurissants. Accrochez-vous bien. Une seule de ces expéditions a permis de découvrir 40 millions de nouveaux gènes microbiens. 40 millions! Pour la plupart, totalement inconnus. C'est comme si on découvrait un tout nouveau continent biologique dans nos propres océans. Et pour boucler notre histoire, la consécration arrive en 1962. Le prix Nobel est attribué à Watson, Crick et Maurice Wilkins. Rosalind Franklin, elle, n'est pas là. Elle est morte 4 ans plus tôt, en 1958, d'un cancer. Elle n'avait que 37 ans. Et comme le Nobel n'est pas décerné à titre posthume, sa contribution, pourtant capitale, n'a pas été reconnue à ce moment-là. Et toute cette histoire nous laisse avec une question qui dépasse le cas de l'ADN. La science, au fond, c'est rarement le flash de génie d'une seule personne. C'est plutôt une immense course de relais, où chacun s'appuie sur le travail des autres. Alors dans ce contexte, qui mérite vraiment de monter sur la plus haute marche du podium? C'est peut-être ça la question la plus compliquée.